Depuis 2012, le monde de la génétique est entré dans une nouvelle ère. Grâce à la découverte d'un outil révolutionnaire, les manipulations de l'ADN sont désormais plus précises, plus faciles et plus accessibles que jamais. Le nom de ces ciseaux génétiques est sur toutes les lèvres, CRISPR-Cas9. Il permet de cibler, couper, remplacer les gènes de n'importe quel organisme vivant. C'est la première fois qu'on peut changer des lettres, induire des mutations ou corriger des erreurs dans le génome de manière aussi efficace, rapide et précise. Des expériences qu'on ne faisait qu'imaginer, en se disant « j'aimerais faire ça un jour, si j'avais l'argent et l'énergie nécessaires », deviennent possibles, et vous pouvez le faire dès la semaine prochaine. En seulement quelques années, cette découverte a fait voler en éclats l'horizon de la recherche et ouvert la porte aux plus grands espoirs. Avoir accès à l'ADN et au noyau des cellules ouvre la porte à une approche curative entièrement nouvelle. Aller là où tout est programmé, là où les mutations qui sont la cause des maladies résident. Je crois que ça va changer notre façon de pratiquer la médecine dans l'avenir. C'est Star Trek. Le rêve d'un monde sans chirurgie, où il n'y a plus de mort à cause d'une chimiothérapie. Mais à la place, quand le docteur dans Star Trek vous fait juste une petite injection, quelque chose dans votre corps se reconstruit tout seul. Avec CRISPR-Cas9, le rêve de réparer nos gènes, de soigner les plus grandes maladies, est aujourd'hui à portée de main. Cette technologie nous donne un pouvoir d'intervention immense, tant sur notre propre espèce que sur l'écosystème planétaire. Jusqu'où irons-nous? Il est temps de découvrir ce qui incube dans les tubes à essai des laboratoires et de décider si nous voulons ou non une humanité sur mesure. Sur la côte ouest des États-Unis, le vent de renouveau apporté par CRISPR-Cas9 a soufflé plus fort qu'ailleurs. Capitale mondiale des biotechnologies, les villes jumelles de Boston et Cambridge rassemblent les plus grands laboratoires de recherche universitaires, les meilleurs hôpitaux et les géants de l'industrie pharmaceutique. Au milieu de cet écosystème, une start-up médicale un peu différente des autres a vu le jour en 2017. Fondée par une association de patients atteints de la myopathie de Duchenne, qui touche 250 000 personnes dans le monde, la jeune entreprise mise sur CRISPR-Cas9 pour trouver un traitement à cette maladie incurable. Aujourd'hui, Jake Marazzo et sa famille sont accueillis par une responsable de l'association. Ils veulent mieux comprendre le nouvel horizon thérapeutique que CRISPR-Cas9 pourrait offrir aux malades. Ma mère m'a expliqué que cette technologie aide à arrêter la progression de la maladie. Mais je ne veux pas attendre l'an 3030 pour qu'un traitement voie le jour. Je ne veux pas attendre que les plaques tectoniques aient eu le temps de bouger. Je suis enthousiasmée par les nouvelles technologies et les nouveaux espoirs. Parce que sans espoir, qu'est-ce qu'il reste à une mère? Vous savez, quand vous entendez myopathie de Duchenne, c'est vraiment accablant pour une mère. C'est moi qui lui ai transmis. Donc mon vœu pour Jake, c'est qu'il n'ait pas de myopathie. Et je prie pour que toutes les technologies comme CRISPR soient vite au point. Nous avons besoin de quelque chose rapidement. Il a déjà 14 ans. En attendant, nous profitons de la vie au maximum. Jake a été diagnostiqué à l'âge de 8 ans de la myopathie de Duchenne. Touchant d'abord les membres inférieurs, la maladie atteint progressivement l'ensemble des muscles, y compris respiratoires et cardiaques. Les personnes atteintes survivent rarement au-delà de 30 ans. Cette maladie neuromusculaire est transmise héréditairement par l'ADN. Et c'est dans le noyau des cellules que se trouve l'ADN. Tout être vivant suit les instructions qui s'y trouvent pour se développer, fonctionner et se reproduire. Dans le noyau d'une cellule humaine, on trouve 46 filaments d'ADN condensés à l'extrême. Ils rassemblent chacun des centaines de segments d'informations fondamentaux, les gènes. Vus de près,
Chaque filament forme une double hélice, constituée de 2 chaînes de molécules. L'ordre dans lequel se succèdent ces molécules, leur séquence, est essentiel. Une simple erreur de codage sur un gène peut suffire à provoquer de graves pathologies. Dans le cas de la myopathie, le défaut génétique empêche la fabrication d'une protéine indispensable à la santé des fibres musculaires, la dystrophine. La mission de Cure-Duchenne est d'identifier les recherches qui pourraient aboutir à un traitement pour la myopathie de Duchenne. Et nous avons découvert par hasard les recherches du Dr Olson avec CRISPR. Et d'après les premiers résultats, c'est une des recherches les plus prometteuses que nous ayons jamais vues. En résumé, il n'y a eu aucune hésitation de notre part au moment d'investir 5 millions de dollars provenant de nos donateurs à un stade précoce de la recherche. Eric Olson dirige le laboratoire de biologie moléculaire de l'Université du Texas à Dallas. Depuis 3 ans, avec CRISPR, il tente de réparer les erreurs génétiques qui causent la myopathie de Duchenne en intervenant sur des souris. La preuve des premiers succès de cette recherche réside dans ces 2 images. À gauche, des cellules musculaires du cœur souffrant d'une production insuffisante de dystrophine. À droite, les mêmes cellules qui ont pu se reconstituer après correction du gène déficient. Une réparation complète qui ouvre un espoir immense. Avec cette nouvelle méthode, est-ce que je pourrais être comme tout le monde, contrairement à ce que je suis aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, les résultats vont au-delà de nos espérances. Ce qui est sûr, c'est que dans les animaux testés, nous pouvons non seulement restaurer la protéine manquante, mais nous pouvons également restaurer la force musculaire de ces animaux. Bien sûr, mais notre préoccupation à nous, ce sont les humains. Dans combien de temps pensez-vous qu'on pourrait avoir des essais sur l'homme? C'est toujours la question la plus difficile, et je dois avouer que je n'ai pas de réponse précise. J'imagine que d'ici quelques années, si tout se déroule comme prévu, nous pourrons envisager d'avoir des applications pour les patients. Je parle d'années, bien sûr, pas de mois, mais pas non plus de décennies. Vous vous rendez bien compte qu'il s'agit de la technologie la plus révolutionnaire en sciences. Être capable de corriger une erreur dans le génome humain. Vous imaginez? C'est juste extraordinaire de penser qu'on puisse faire ça. C'est presque de la science-fiction. Oui, c'est vrai que ça y ressemble. Pour remonter aux origines de cette découverte révolutionnaire, il faut se rendre à Berlin pour rencontrer Emmanuelle Charpentier. Cette biologiste française s'est fait connaître du monde entier en dévoilant en 2012 l'outil CRISPR-Cas9. La publication de son article bouleverse immédiatement la communauté scientifique. C'est avec l'aide de l'américaine Jennifer Doudna qu'elle réussit son coup de génie. Détourner un mécanisme présent chez les bactéries pour en faire un ciseau génétique à portée de tous. CRISPR est un système immunitaire qui existe chez les bactéries et qui leur permet de se défendre contre leurs infections par des virus. Et ce système consiste en une petite machinerie qui peut être utilisé comme un outil génétique qui permet de modifier l'ADN de n'importe quelle cellule en utilisant un système de ciseaux moléculaires. Avec sa structure simple, CRISPR-Cas9 peut s'introduire assez facilement dans les cellules pour intervenir précisément sur l'ADN. Pour déterminer sa cible, il suffit de le programmer en lui fournissant une copie de la séquence de code génétique sur laquelle il doit intervenir. L'outil pourra alors scanner tout l'ADN jusqu'à trouver la portion de gène correspondante. Puis la protéine Cas9 se charge de séparer et de couper les 2 brins d'ADN à l'endroit indiqué. Le gène est ainsi inactivé. En plus de ces fonctions chercher et couper déjà révolutionnaires, les chercheurs essaient encore d'améliorer l'outil.
En embarquant sur CRISPR-Cas9 un segment d'ADN de rechange, on peut, dans certains cas, obtenir une correction génétique pure et simple. La technologie CRISPR peut être comparée à un logiciel de traitement de texte, c'est-à-dire dans un texte reconnaître un mot ou une lettre que l'on veut modifier et pouvoir utiliser un système simple qui permet spécifiquement de modifier le mot ou la lettre. Tout comme les outils informatiques, CRISPR-Cas9 constitue une technologie de rupture. Ses applications sont infinies. Ses développements ne font que commencer. Si vous avez l'intention de modifier génétiquement quelque chose, utilisez CRISPR. C'est le plus simple. Il y a d'autres méthodes possibles, mais CRISPR est beaucoup plus facile. Donc oui, CRISPR a révolutionné la manière dont on fait les manipulations génétiques. Il y a clairement un avant et un après CRISPR. À Cambridge, le directeur du Whitehead Institute, Rudolf Janisch, est bien placé pour le savoir. C'est lui qui a fabriqué en 1974 la première souris transgénique pour l'étude de maladies humaines. Avant CRISPR, il fallait avoir des compétences très particulières pour faire une souris transgénique. Comment manipuler des cellules souches d'embryons, comment les sélectionner, et ça prenait du temps. Il nous fallait 1 à 2 ans pour fabriquer une souris porteuse d'une mutation. Avec CRISPR, ce qui nécessitait 2 ans et beaucoup de talent prend aujourd'hui 3 semaines et requiert peu de compétences. C'est un peu excessif de le dire, mais un idiot pourrait le faire. Même si les idiots en question possèdent souvent un doctorat, il est clair qu'avec CRISPR, la manipulation de l'ADN est devenue d'un coup infiniment plus accessible. Avec des animaux modifiés quasiment fabriqués à la chaîne, l'étude des gènes est en train de faire un bond de géant. Mais, plus fort encore, le nouvel outil permet désormais de manipuler directement des cellules humaines, et ainsi d'étudier des phénomènes jusqu'alors inaccessibles, comme le fonctionnement de notre cerveau. C'est très excitant. C'est un nouvel outil pour étudier certaines maladies humaines complexes. Julien Muffat travaille sous la direction de Rudolf Janisch. Dans son laboratoire, poussent de drôles de structures vivantes, des mini-cerveaux. Le cerveau est un organe structuré, avec des couches, un cortex, de nombreux types de cellules, et nous pouvons en partie reproduire cela en laboratoire. Ces modèles, obtenus avec des cellules souches, sont de formidables terrains d'expérimentation pour CRISPR-Cas9. Pour la première fois, grâce aux ciseaux génétiques, des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson peuvent être étudiées sous un jour complètement nouveau. Nous utilisons CRISPR pour provoquer la mutation de certains gènes et voir comment cela affecte le développement normal de ces mini-cerveaux. Si cela a un rapport avec la maladie d'Alzheimer, et comment agir pour que cela soit intéressant d'un point de vue thérapeutique. Nous ne mettons pas au point de thérapie génique ou cellulaire directement pour les patients, mais c'est toujours dans un coin de notre tête. Grâce à CRISPR-Cas9, la compréhension du vivant s'accélère. Les perspectives de thérapie se rapprochent. Pour certaines maladies, comme Alzheimer, c'est un pari sur l'avenir. Pour d'autres, ça se joue maintenant. L'une des plus grandes maladies de notre époque est en tête de liste des cibles de CRISPR, le cancer. À New York, au centre de recherche du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, plusieurs équipes développent une nouvelle génération de traitements contre le cancer. La stratégie consiste à réarmer directement notre système immunitaire, en particulier nos globules blancs, appelés lymphocytes T, qui défendent en permanence notre organisme contre les cellules étrangères ou dangereuses. La difficulté avec le cancer, c'est qu'il trouve son origine dans nos cellules. Et le système immunitaire n'est pas optimisé pour s'attaquer à nos propres cellules. Pour le cancer, ce que nous espérons, c'est pouvoir configurer les cellules du système immunitaire pour véritablement combattre et éliminer le cancer.
Avec CRISPR, les chercheurs modifient les globules blancs pour les aider à reconnaître, cibler et détruire les cellules cancéreuses, aussi efficacement qu'ils le feraient pour un virus. Le traitement passe par un prélèvement de sang. Les cellules sont alors sélectionnées, modifiées, puis réinjectées pour soigner. Ce qui est vraiment unique avec ce type de médecine, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur la chimie, ni même sur une protéine, comme toute la médecine aujourd'hui, mais sur les cellules elles-mêmes. C'est ce que nous appelons depuis quelques années un médicament vivant. Même si cette stratégie existe depuis une dizaine d'années, CRISPR la rend plus efficace, plus simple, plus proche. Les premiers essais cliniques ont d'ores et déjà débuté. Et nous n'avions pas imaginé qu'une technologie permettant des modifications aussi précises du génome humain serait disponible aussi vite. Et maintenant, c'est là. Une autre grande maladie pourrait bien être soignée en modifiant notre système immunitaire avec CRISPR, le sida. L'infection par le virus HIV est vraiment dévastatrice. Le virus infecte certaines cellules du système immunitaire et les tue. C'est ce qui déclenche la maladie. Mais le virus a besoin d'un récepteur bien précis pour pénétrer dans les cellules, et on sait que si l'on modifie ce récepteur sur des cellules souches de patients, le virus ne peut plus y pénétrer. Ensuite, si l'on réinjecte ces cellules modifiées aux patients, elles seront résistantes à l'infection. Au final, on pourra donc soigner le patient à partir de ses propres cellules modifiées. CRISPR-Cas9 ouvre bel et bien l'ère d'une chirurgie de pointe de l'ADN. Pourra-t-il tout guérir? Au centre de toutes les attentions, le couteau suisse de la génétique s'affiche partout. Les médias racontent ses dernières prouesses et s'interrogent. L'invention de CRISPR a-t-elle déjà changé la nature et l'avenir de l'humanité? L'emballement est aussi financier. Tandis que la liste de maladies qui pourraient être éradiquées par CRISPR s'allonge, les montants investis dans les startups et la recherche s'envolent. Dans cette phase, riche en expectatives, certains restent prudents. D'autres n'hésitent pas à laisser entrevoir un monde sans maladie. Professeur à l'université d'Harvard, George Church est un des généticiens les plus réputés et les plus sulfureux de la planète. Pionnier du séquençage, chouchou des médias pour son look, ses idées avant-gardistes et ses propos tranchés, il a également participé au développement de la technologie CRISPR-Cas9. Grâce aux ciseaux génétiques, il envisage de s'attaquer au mécanisme le plus inexorable et le plus complexe de notre organisme, le vieillissement. 90% des gens meurent de maladies qui n'affectent pas les personnes jeunes. Donc ce sont des maladies liées à l'âge. Et elles sont liées à des programmes dans notre corps qui se dégradent naturellement avec le temps. Certains animaux vivent 200 ans, d'autres seulement 2 ans, et cela est dû à l'ADN. Donc nous travaillons sur l'inversion du processus de vieillissement dans mon laboratoire. Vous pouvez prendre une très vieille cellule et la transformer en une cellule embryonnaire. Vous pouvez aller aussi loin que cela. C'est donc une véritable cure de jouvence que George Church se dit prêt à mettre au point. À ses côtés, Bobby Dadwar remonte patiemment à l'origine de nos cellules. La manière dont nous menons cette recherche est assez excitante. Nous ne travaillons pas sur des animaux, on ne fait pas ça sur des souris, des vers ou des mouches drosophiles comme on le ferait habituellement. Nous travaillons directement sur des cellules humaines. J'ai les échantillons de cellules d'un même patient prélevés à 20 ans d'intervalle. Et j'étudie les cellules les plus âgées pour voir ce que je peux faire pour les ramener à un état plus jeune. Vos gènes sont les mêmes, que vous ayez 90 ou 20 ans. La différence, c'est la manière dont ces gènes sont régulés. Avec CRISPR, nous pouvons activer et tester les principaux régulateurs de la cellule pour trouver lesquels sont les plus utiles pour pouvoir inverser le processus de vieillissement. Quand on parle aux gens de vivre plus longtemps, quand j'en parle à mes parents par exemple, ma mère en particulier, elle ne veut pas vivre très longtemps, elle ne veut pas vivre au-delà de 100 ans.
si elle n'est pas capable de s'occuper d'elle-même. Donc, c'est très important de le dire, il ne s'agit pas que de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Nous régénérer. Voilà l'objectif que semble poursuivre le professeur Church et ses collaborateurs. Il utilise aussi CRISPR-Cas9 pour répondre à un problème bien concret, le manque d'organes pour les gens en attente de greffe. Suite à des premiers travaux menés dans le laboratoire du professeur Church, la jeune chercheuse Luan Yang a pris la tête d'une start-up visant à développer la commercialisation d'organes issus de porcs génétiquement modifiés. À son lancement, la société a levé 38 millions de dollars. eGenesis a été fondée en 2015 par le docteur George Church et moi. Et la mission de eGenesis est de créer un monde où il n'y a pas de pénurie d'organes. Il y a des millions de patients dans le monde qui attendent des organes et il n'y a aucune solution médicale. Mais Luan Yang fait le pari de relancer une solution dans l'impasse depuis longtemps, la xénotransplantation. Le principe, utiliser des organes d'animaux comme ressource alternative pour faire face au manque de dons. Les gens ont cherché à mettre en œuvre la xénotransplantation pendant des décennies sans succès. Cela est dû à deux obstacles techniques, un problème immunologique et un problème de rejet. C'est pourquoi l'industrie a abandonné la xénotransplantation. Et c'est là que nous avons pensé que CRISPR-Cas9 pouvait entrer en jeu. Le porc est l'un des meilleurs candidats pour nous fournir des pièces de rechange. Il a des organes d'une taille très similaire aux nôtres et une forte proximité biologique avec l'humain. Mais il est aussi porteur de plusieurs virus, inoffensifs pour lui, mais qui pourraient infecter l'homme. Un problème dont Luan Yang est venu à bout d'un coup de ciseau génétique. La beauté de CRISPR comparée aux outils précédents, c'est son côté multitâche. En injectant une seule protéine Cas9 avec plusieurs séquences guides, on peut attaquer plusieurs cibles dans le génome en même temps. En 2015, un membre de notre équipe a publié une étude démontrant qu'il est possible d'éliminer l'ensemble des 16 virus présents dans le génome du cochon. Et tout le monde a été très excité par cette nouvelle, notamment pour une raison, nous avions battu le record du nombre des modifications que l'on peut faire en une seule fois. De ses premiers succès en laboratoire, George Church et Luan Yang sont passés à l'étape supérieure, créer une lignée de porcs génétiquement modifiés. C'est dans une animalerie comme celle-ci, en Chine, que sont nés en 2017 leurs premiers porcelets. Les bébés sont en parfaite santé. Ici, dans une annexe de l'Institut de biomédecine de Canton, se poursuivent des travaux identiques à ceux de eGenesis. Cet élevage n'est pas destiné à la consommation alimentaire, mais bel et bien à la création d'une race porcine, adaptée à la production de reins, de poumons ou de cœurs pour notre espèce. Grâce aux techniques d'édition du génome comme CRISPR-Cas9, combinées aux techniques de clonage, nous pouvons éliminer les gènes qui posent problème chez le porc et y ajouter les gènes qui lui manquent. Nous espérons ainsi rendre possible la transplantation d'organes du porc à l'homme. Pour parvenir à une parfaite compatibilité, le challenge de eGenesis est maintenant d'introduire dans le génome du porc des gènes qui le rapprochent de nous. En d'autres termes, d'humaniser le cochon. Nous tentons de réaliser plusieurs types de modifications pour imiter le système immunitaire de l'espèce humaine. Et une fois que l'efficacité et la sécurité seront garanties, nous pourrons implanter les organes dans des patients. L'humanisation des organes animaux peut être généralisée comme on lancerait une ligne de produits sur le marché. Les organes d'un même porc génétiquement modifié pourraient ainsi être attribués à différents patients. En Chine, actuellement, nos recherches s'orientent surtout vers la production de quelque chose d'utile. Cela correspond à l'exigence de l'opinion publique. Principal partenaire, mais aussi premier compétiteur des États-Unis dans ses recherches novatrices, la Chine est déterminée à devenir le leader mondial dans les sciences du vivant et les biotechnologies. Et elle compte bien être prise au sérieux.
Il faut voir qu'aujourd'hui, la Chine investit en recherche R&D autant que l'Europe. Donc ils ont décidé d'être concurrentiels par rapport aux Américains sur les questions de sciences de la vie, parce que le marché de la santé, c'est quand même, à l'horizon 2025, c'est 20% du PIB des pays développés. Donc c'est pas en vendant des voitures que les Chinois pensent qu'ils vont passer le cap de 2025, c'est en vendant des médicaments ou des produits de santé comme les Américains. Vitrine éclatante de ce décollage, Shenzhen affiche l'une des plus fortes croissances au monde. Aux côtés des industries de pointe dans le domaine de l'énergie et de l'informatique, les biotechnologies ont pris une place prépondérante. Née à la fin des années 90, pour participer à la grande aventure du décodage du génome humain, la firme BGI est devenue en moins de 20 ans le plus important centre de séquençage de la planète. Le monde entier envoie ses échantillons d'ADN pour obtenir le décodage de l'ensemble des informations génétiques qu'il contient. Fort de cette puissance de feu unique, en 2016, le gouvernement chinois décide de lancer un projet colossal, la China National Gene Bank, véritable arche de Noé génétique. Il confie à BGI et à son flamboyant président le soin de superviser le projet. Mes collègues et moi-même avons un rêve qui se compose de deux parties. La première est de séquencer toute l'humanité. Et la seconde partie de ce rêve est de séquencer absolument tout sur Terre. Aussitôt dit et presque aussitôt fait, la China National Gene Bank sort de terre en 2016. Ces 47 500 mètres carrés accueillent une gigantesque plateforme d'édition génétique pour transformer le monceau de données obtenues grâce au séquençage en bénéfices médicaux sonnants et trébuchants. Si nous voulons savoir pourquoi un humain est un humain, si nous voulons savoir d'où nous venons, tout cela est lié à notre génome. Donc, connaître la séquence du génome, c'est essentiel. C'est la première étape pour décoder le livre de la vie. Une fois le livre en main, bien sûr, c'est un très long chemin pour pouvoir vraiment le lire et le comprendre. Dans cette salle, chaque appareil est capable de séquencer environ 50 000 génomes humains par an. Pour décrypter le premier génome humain, en 2003, il avait fallu 13 ans et 3 milliards de dollars. Ici, on le fait en quelques jours, pour moins de 1 000 $. Soigneusement conservée à moins 80 degrés, la banque de gènes possède déjà le plus grand nombre au monde de patrimoine génétique de plantes et d'animaux, dont 70% de l'ensemble des plantes agricoles. Une armée de chercheurs et de laborantins, dont la moyenne d'âge est de 27 ans, s'attelle chaque jour à décrypter, comprendre, recopier et modifier avec CRISPR le matériel génétique à leur disposition et décoder le grand livre de la vie pour soigner et créer de nouvelles espèces. L'ensemble est classé dans un superordinateur de 60 pétaoctets, un stockage numérique équivalent à 120 millions de films. La compilation, l'analyse et l'interprétation des données issues de ces machines constituent un véritable trésor scientifique et commercial. Pourquoi devons-nous en savoir plus sur le vivant? Pourquoi voulons-nous essayer de le changer? La première raison, sans aucun doute, les maladies. En particulier, les maladies génétiques et les maladies infectieuses. Tout connaître, tout cibler, tout guérir. Voilà l'ambition qui anime les nouveaux héros de la génétique, à l'heure où le séquençage et la modification ciblée du génome ouvrent des voies jusqu'à présent inaccessibles. Alors, pourquoi attendre que les maladies se développent avant d'essayer de les soigner? Pourquoi ne pas traiter le mal à la racine? Le corps humain contient 100 000 milliards de cellules, avec chacune une copie de l'ADN. Pour soigner une maladie par modification génétique, il faut cibler toutes les cellules de l'organe concerné. Même avec CRISPR, c'est un défi technique complexe, avec de gros risques d'erreur ou de réactions inattendues. La tentation est donc grande de corriger un problème en modifiant l'ADN lorsqu'il est encore contenu dans une seule cellule.
l'embryon. C'est à Canton qu'en 2015, le pas a été franchi. Moins de 3 ans après l'invention de CRISPR, une équipe annonçait qu'elle avait procédé à une modification sur un embryon humain. Tandis que la communauté internationale débat encore sur les questions qu'un tel événement soulève, un nouvel article sort en 2016. Le docteur Yong Fan, chercheur dans un des plus grands hôpitaux universitaires de Canton, dévoile à son tour sa tentative d'intervention dans un œuf humain fécondé. Bien sûr, nous étions conscients des questions éthiques qui pouvaient se poser. Les gens nous disaient « Vous, les scientifiques, vous allez faire des bébés sur mesure, n'est-ce pas ?» Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Nous travaillons dans un laboratoire de recherche en milieu hospitalier. Nous respectons scrupuleusement les lois de ce pays et la déontologie commune à toute la recherche scientifique. Il ne faut pas que le public ait peur de nos travaux. Par exemple, en Chine, nous avons une forme fréquente de maladie héréditaire du sang, la bêta-thalassémie. C'est pour cette raison que les chercheurs chinois travaillent beaucoup sur cette maladie. Dans la région du Guangdong, cela concerne 13% de la population, soit plus de 10 millions de personnes. Actuellement, les gens ne peuvent être soignés qu'une fois la maladie déclarée. Ce que nous cherchons à faire, c'est prévenir la maladie au niveau du gène, avant la naissance. C'est notre devoir de nous préoccuper de la souffrance des gens et de trouver une solution radicale de guérison. C'est pourquoi nous menons des recherches sur des embryons humains pour trouver un moyen d'éliminer la maladie sur le plan génétique. Grâce aux techniques de fécondation in vitro, nous pourrons ensuite éradiquer la maladie et ce sera un immense progrès pour la santé publique et la qualité de vie des populations en Chine. La perspective donne le vertige, car agir sur l'ADN d'un embryon, c'est créer un humain modifié génétiquement, jusque dans ses cellules reproductives, et apporter une mutation qui pourra être transmise aux générations suivantes. Bien qu'on soit encore au stade de recherche fondamentale, avec des embryons détruits au bout de quelques jours, l'annonce des premiers travaux chinois sur un bébé en devenir provoque immédiatement un branle-bas de combat dans le milieu scientifique. Devons-nous faire cela? Devons-nous ne serait-ce qu'envisager de changer le génome humain des générations futures? Devant le fait accompli, il est grand temps de se poser ces questions. Mais il semble déjà trop tard pour appuyer sur le bouton pause. Là où on a été pris de vitesse par l'évolution des choses et où on a conclu à une évidence dès l'automne 2015, c'est l'impossibilité d'arrêter la machine. L'idée qu'on aurait pu réunir en un seul endroit toutes les personnes capables d'utiliser la technique CRISPR et leur demander de s'arrêter pendant 1 an est apparue immédiatement à tout le monde comme juste impossible. Est-ce possible d'harmoniser les règles et les lois dans le monde entier? Non. Est-il possible de faire respecter les lois partout dans le monde? Non. Et est-il possible de dire qu'il n'y aura jamais aucun voyou qui franchira les limites et fera des choses que nous considérons contraires à l'éthique ou la sécurité? Non. Mais nous pouvons minimiser cette possibilité. L'électrochoc provoqué par les travaux chinois sur les embryons pousse les scientifiques à réagir. Fin 2015, les académies des sciences chinoises et américaines convoquent ensemble un grand sommet. La question des lignes rouges est posée, car dans les 2 pays leaders, aucune législation n'empêche de procéder à des recherches sur l'embryon, ni même en principe de faire naître un bébé modifié. Sur la question de l'embryon, il est clair qu'on est dans une tour de Babel juridique. Vous avez des pays avec une totale prohibition et puis des pays avec un total libéralisme. Le sommet de 2015 était le résultat des préoccupations de la communauté scientifique. Comment utiliser la technologie CRISPR sur l'homme
Et dans quelles conditions on pourrait permettre ou interdire les manipulations génétiques sur les embryons humains? L'un des objectifs du sommet était de voir dans quelle mesure on pourrait harmoniser au niveau mondial les politiques nationales sur ce qu'on doit faire, ce qui pourrait être fait et ce qui ne devrait jamais être fait. À l'issue de longues discussions, les scientifiques semblent unanimes. La recherche doit continuer. L'opportunité de pouvoir un jour éradiquer une maladie au niveau de l'embryon est trop belle. Il n'est pas en soi immoral d'imaginer utiliser cette technologie pour ce qu'on appelle la modification de la lignée germinale qui changera vos enfants. Il ne s'agit pas de dire que vous devriez le faire, mais nous disons que c'est un choix qui revient à chaque gouvernement. Nous ne considérons pas que cela doive absolument être interdit. On ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas dire « Hey, on va tout arrêter ». Un scientifique a la liberté d'explorer l'inconnu, n'est-ce pas? À notre avis, les modifications ciblées du génome devraient être autorisées, même à des fins reproductives, s'il n'y a pas d'alternative pour les maladies concernées. Mais dire si une technologie sera bénéfique ou néfaste, c'est à la société d'en décider. Ça ne peut pas être une décision scientifique. En donnant ce feu vert à la poursuite des recherches sur les modifications d'embryons, les scientifiques réunis en 2015 sont bien conscients d'une chose. Leur décision concerne la planète entière. L'enjeu est écrit noir sur blanc dans les conclusions finales du sommet. Une fois introduites dans la population humaine, les altérations génétiques seraient difficiles à retirer et ne resteraient pas cantonnées à une seule communauté ou un seul pays. La discussion ne doit pas rester dans les mains des scientifiques, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle concerne 7,5 milliards de personnes. La vérité se situe au milieu. Il faut engager le dialogue avec des gens exprimant différentes opinions. Vous n'arriverez pas à avoir tout le monde, mais vous pouvez au moins essayer. La révolution CRISPR est arrivée si vite qu'elle a pris tout le monde par surprise. Mais pour permettre aux citoyens de s'approprier le débat, un nouveau courant de sciences populaires propose de démocratiser la recherche. Brooklyn, emblématique quartier de New York. En marge du monde académique, c'est ici qu'est né le premier laboratoire communautaire, il y a une dizaine d'années. Vous devez ramasser le plus de cellules possible. Puis ouvrez ça et tournez-le doucement à l'intérieur. Ça devrait suffire comme ça. Dans ces lieux de pratique ouverts et participatifs, des biologistes amateurs ou de simples curieux viennent se frotter aux enjeux de la recherche. Vous voyez au fond cette chose blanche? Regardez si vous en avez une. C'est là qu'on voit si vous êtes des robots ou non. Les laboratoires communautaires existent indépendamment de toute autre organisation. C'est une initiative citoyenne. Ça veut dire que vous pouvez y faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de financement, vous pouvez travailler sur quelque chose qui ne rapportera jamais rien, mais qui pourrait s'avérer utile pour l'humanité, ou juste pour vos voisins. Quand nous avons lancé le mouvement de la science citoyenne, CRISPR n'existait pas. Puis, quand nous avons pensé faire des ateliers sur CRISPR, nous avons d'abord hésité parce que nous étions en permanence sollicités par des journalistes qui voulaient raconter des histoires effrayantes sur les scientifiques amateurs qui manipulent CRISPR. Finalement, nous avons décidé que nous allions faire des ateliers pour le grand public et que nous serions les gens raisonnables à propos de CRISPR. Dans nos ateliers, nous essayons de remettre la technologie dans son contexte. Nous parlons des controverses à propos des modifications génétiques autour des questions qu'elles posent. Le génome humain devrait-il être modifié ou pas? Les gens qui viennent dans ces labos adorent en discuter. Ils sont là parce qu'ils sont curieux des possibilités de la technologie et ils veulent participer au débat.
Les scientifiques ont l'obligation d'expliquer ce qu'ils font au public. Quels sont les débouchés et quels sont les risques de ce que nous faisons. Et il y a beaucoup de malentendus sur ces sujets. Nous devons donc expliquer la recherche scientifique aux législateurs, mais aussi au grand public, pour que les gens soient vraiment informés. Pour permettre aux citoyens de débattre, les scientifiques devront d'abord répondre à une question primordiale, la sécurité. Pour l'instant, les essais aboutissent principalement à des échecs. Mais la recherche s'intensifie et tôt ou tard, on y sera. Sans s'interdire sur le principe de pouvoir guérir des embryons un jour, il faut se donner les moyens de le faire dans des conditions de sécurité et d'efficacité qui permettent d'en faire un traitement et pas seulement un jeu pour laboratoire. Là, il faut que ce soit du 100%, il faut que ça marche à tous les coups. Tout changement de l'ADN d'un embryon, bénéfique comme accidentel, sera transmis aux générations futures. On en frémit d'avance. Quel seuil de sécurité sera exigé? Et même si un jour une garantie complète est apportée, le débat n'est pas clos, car la technique ouvre une autre perspective, celle de l'amélioration de l'être humain. Cela ouvre la porte à la question « Que pouvons-nous modifier ?» Plus cela deviendra commun, plus on peut se demander où cela s'arrêtera. Comment, au fil du temps, on passe du nécessaire au souhaitable, puis à ce que l'on aimerait avoir en dehors de toute considération de santé. Donc, quand on parle de modifier des embryons humains, il y a toujours le spectre de l'eugénisme à l'horizon. Modifier un individu pour l'améliorer, par exemple pour qu'il soit plus grand, plus fort, plus intelligent, ou pour qu'il ait les yeux bleus, nos règles éthiques nous disent que non, on ne doit pas permettre cela. Le fantasme qui consiste à penser que nous pourrions nous améliorer avec ça est exagéré. Nous ne pouvons définir l'intelligence et encore moins la changer. Même votre taille, ce qui pourrait sembler plus simple, est le résultat de centaines de gènes différents et de votre environnement. Dans certains cas, la technologie peut être lente à se développer ou même ne jamais aboutir. On aura peut-être alors débattu pour rien. Mais il vaut toujours mieux discuter en amont d'un sujet d'éthique important plutôt que de le rater complètement et être pris de court ensuite. CRISPR nous pousse à réfléchir à ce que nous voulons individuellement et collectivement. Mais l'impact des ciseaux génétiques va bien au-delà de notre propre espèce. On envisage aujourd'hui de modifier des écosystèmes entiers pour combattre certaines de nos maladies. À Terni, au centre de l'Italie, le pôle d'innovation en génétique abrite une installation hautement sécurisée. Dans ce laboratoire de confinement écologique, des chambres climatiques ont été aménagées pour reproduire l'habitat des moustiques africains Anopheles gambiae. Cette espèce est le principal vecteur du paludisme, qui tue près de 450 000 personnes chaque année. L'expérimentation qui se déroule ici vise à tester une stratégie radicale, l'élimination complète de l'espèce. Dans la tête des chercheurs, l'équation est simple. Sans moustiques pour la transmettre, la maladie pourra être éradiquée en quelques années. Toutes les technologies disponibles, combinées aux insecticides, à l'assèchement des marais et au contrôle de la reproduction, sont souvent au-delà des possibilités des pays pauvres, car cela requiert beaucoup d'argent. Nous avons donc imaginé de faire des moustiques génétiquement modifiés dont la capacité de reproduction serait réduite. Ainsi, nous pourrions surmonter le plus grand problème, la durabilité. Mais ces modifications génétiques ne peuvent pas se transmettre. Il faudrait pouvoir relâcher 10 fois plus de moustiques modifiés que ceux qui sont dans la nature, ce qui n'est pas possible, à moins de trouver le moyen de contourner les lois de l'hérédité pour répandre la modification génétique. C'est là que le Gene Drive intervient. Le Gene Drive, qu'on peut traduire en français par forçage génétique, est une modification programmée pour se répandre de façon accélérée au sein de toute une population.
En temps normal, un gène porté par un parent n'a qu'une chance sur 2 d'être transmis. Grâce au Gene Drive, dès qu'un individu modifié se reproduit, il impose son gène trafiqué à l'ensemble de sa descendance. La stratégie équivaut à un piratage, car tel un cheval de Troie, le gène modifié contient lui-même le matériel et les instructions nécessaires pour transmettre CRISPR et répliquer cette modification à l'infini. Ainsi, à chaque génération, la modification génétique se répand par effet domino. Nous introduisons CRISPR de telle sorte que progressivement, il détruit les gènes importants pour la reproduction des moustiques. Le résultat, au bout du compte, c'est que la population s'effondre. Le forçage génétique fournit un moyen d'action inédit et puissant. Son potentiel pour l'éradication d'une maladie est énorme. Les risques pour l'environnement aussi. D'un côté, vous avez des centaines de milliers de vies humaines qui peuvent être épargnées. 438 000 morts l'année dernière. Et de l'autre côté, un impact potentiel sur la biodiversité qu'on ne serait pas forcément capable d'arrêter, une espèce de réaction en chaîne qu'on déclencherait. Et donc là, on met en évidence tout un questionnement éthique, toute une nécessité de réponse à un grand nombre d'interrogations qui sont liées à la santé humaine, mais qui impactent différents éléments de l'environnement. En termes de risque, notre capacité à évaluer sur le long terme les conséquences de nos interventions sur l'environnement est extrêmement limitée. Ce sont des procédés complexes dont les effets se développent sur de nombreuses années. Comment réagir à cela? De combien d'informations avons-nous vraiment besoin avant de décider de le faire? Parce que, en fait, nous n'avons aucune idée de l'impact que cela aura sur les écosystèmes. Nous serons en mesure de fournir beaucoup d'informations. Combien de temps il faudra à la modification génétique pour se répandre? Est-ce qu'elle se transmet à des espèces proches? On pourra vérifier s'il y a des traces d'ADN de ces moustiques chez leurs prédateurs. On pourra évaluer les paramètres écologiques, évaluer la sécurité et produire ce qu'il faut pour passer à la phase 3. Une installation confinée sur le terrain avant de pouvoir relâcher les moustiques dans la nature. La suite de cette histoire n'est pas encore écrite. Quels moyens seront trouvés pour étudier encore plus finement les conséquences possibles avant de procéder à des tests grandeur nature? Et qui décidera de procéder à ces tests? Et il y a une urgence à ce que ça ne soit pas, la décision ne soit pas limitée à quelques laboratoires des pays développés, mais qu'on implique des populations, parce que où est-ce qu'on va faire ce genre de manipulation? On va les faire en Afrique ou on va les faire en Asie du Sud-Est. Et c'est peut-être quand même aux Africains du Cameroun, du Gabon ou aux Vietnamiens de choisir s'ils veulent ou non qu'on teste ce genre de stratégie pour la promesse de les débarrasser du paludisme ou de la malaria, mais qui aujourd'hui n'est qu'une promesse. Nous devons convaincre les gens que la technologie est sans danger et faire en sorte qu'ils l'acceptent. Pour cela, il faut bâtir un cadre international dans lequel l'ensemble des pays admettent que leurs voisins peuvent utiliser le Gene Drive. Parce que malheureusement, la technologie ne reconnaît pas les frontières politiques. CRISPR ouvre donc la voie à une véritable bio-ingénierie planétaire. Toutes les cartes sont rebattues, tous les domaines sont concernés. D'ailleurs, grâce aux formidables perspectives évoquées pour la santé humaine, on en aurait presque oublié un autre domaine majeur d'application de ces nouvelles techniques, l'agriculture. Et là encore, les nouveaux outils de la génétique changent radicalement la donne en rendant carrément caduque la réglementation en place sur les OGM. Aujourd'hui, la définition d'un OGM, c'est une plante au sein de laquelle on a apporté un gène étranger. Donc on a apporté un gène étranger pour lui conférer une propriété particulière. Par exemple, résister à une bactérie, résister à un virus, résister à un champignon.
On peut aujourd'hui faire la même chose sans avoir besoin d'apporter un gène étranger et sans laisser de traces. Donc nous avons, et nous commençons à avoir des plantes qui ont fait l'objet d'une modification génétique, donc c'est des organismes modifiés par ingénierie du génome, on appelle ça maintenant des MOJ, mais qui ne répondent plus à la définition des OGM. Aux États-Unis, un universitaire a créé des champignons blancs génétiquement modifiés avec CRISPR pour qu'ils ne brunissent pas sur les étalages quand ils sont abîmés. Bien sûr, c'est formidable pour les distributeurs et les supermarchés parce qu'ils peuvent conserver les champignons indéfiniment. Et l'autorité de régulation américaine a dit que ce n'était pas un organisme génétiquement modifié parce qu'il n'y a pas d'ADN étranger. En Europe, il y a un débat pour savoir si un organisme génétiquement édité avec CRISPR, c'est la même chose qu'un organisme transgénique en matière d'alimentation. Et il est possible que l'Europe autorise bientôt ces aliments édités, même si elle interdit la vente d'organismes transgéniques. Là encore, la controverse bat son plein, alimentée par d'énormes enjeux sanitaires, éthiques et financiers. Qu'il s'agisse de notre santé ou de notre alimentation, CRISPR repousse notre capacité à modifier le vivant et soulève autant d'espoir que d'inquiétude. Entre les deux extrêmes, nous ne sommes pas obligés de choisir, mais de réfléchir.